Bonjour, je m'appelle Mohamed Salek Hien, secrétaire général du réseau des jeunes scientifiques mauritaniens, jeune activiste intéressé par la formation, l'insertion professionnelle des jeunes et l'entrepreneuriat social. Dans le but de promouvoir l'économie sociale et solidaire en Mauritanie et de sensibiliser les jeunes aux objectifs du développement durable et susciter le réflexe coopératif, j'ai l'immense plaisir de vous inviter à faire partie de nos participants à la 3e édition de la semaine de workshop, en partenariat avec MED Dialogue for Right and Equality, sous le thème Pionnière méditerranéenne pour la solidarité. Pionnière méditerranéenne pour la solidarité est une action commune destinée et adoptée par les jeunes leaders lors d'un exercice participatif mené dans le cadre d'une initiative de renforcement des capacités sur les défis de l'économie sociale et solidaire dans la région méditerranéenne. Cette action est financée par l'Union européenne dans le cadre du programme régional Med Dialogue for Right and Equality. Ainsi, 31 participants de Palestine, Jordan, Liban, Syrie, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc et la Mauritanie conduiront ensemble des actions locales de sensibilisation, de formation et de plaidoyer dans un cadre commun conformément aux principes et normes de l'économie sociale et solidaire. L'objectif de cette campagne étant de promouvoir le développement d'un esprit de solidarité dans leur communauté tout en mettant en avant les grandes opportunités que l'économie sociale et solidaire œuvre. Pour participer à cette 3e édition qui sera en ligne via les plateformes Zoom et Facebook, du 18 janvier au 21 janvier, il vous suffit d'inscrire via le formulaire épinglé en haut pour avoir la chance de participer aux workshops et webinaires en ligne pour enrichir vos connaissances et savoir-faire, mais aussi pour interagir et partager sur les enjeux de l'économie sociale en Mauritanie. Votre présence nous honore. Vous êtes tous les bienvenus et merci. شكرا لك محمد سالك هين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. Chers téléspectateurs, chers membres du réseau des jeunes scientifiques mauritaniens, on a l'honneur de commencer notre webinaire de ce soir qui vient dans le cadre de notre semaine de workshop. Ce soir, nous allons ensemble examiner un sujet qui est très important et qui touche l'actualité pas seulement de notre pays, mais du monde entier. Avant de commencer le webinaire, on a dit ce qu'on vit et on est tous d'accord que l'économie touche notre vie et notre vie quotidienne de manière très importante. Nous savons tous aussi qu'on a besoin d'avoir quelques connaissances et notions sur la science économique qui permettra de mieux comprendre le monde qui nous entoure. De ce fait, on a l'honneur d'accueillir Dr Sadvi Sakhawi qui a répondu présent pour participer à ces connaissances et enrichir nos connaissances en économie de manière générale et ce qui touche la Mauritanie de manière particulière. Dr Sakhawi, c'est un économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Nouakchott, El Asriye, et président du Conseil scientifique de l'École internationale des études supérieures appliquées. Actuellement, il est le directeur de l'évaluation du partenariat et de l'insertion. Il a répondu présent avec cœur ouvert pour partager ses connaissances avec nous en économie, surtout face à la crise sanitaire mondiale. Le webinaire portera sur les thèmes suivants: l'économie sociale et solidaire en Mauritanie face à la crise sanitaire mondiale. Quelles sont les perspectives que Dr aimera partager avec nous et quels sont les acteurs et les enjeux. Et nous aimerions aussi ensemble savoir quelle est sa lecture de la stratégie que les pays adoptent pour atténuer la crise sur l'économie du pays. Si vous avez des questions ou vous avez des ambiguïtés que vous voulez éclaircir, vous êtes la bienvenue de nous écrire vos pensées sur la page juste en bas du
du live et nous allons les partager avec Dr Sahawi. Dr Sahawi, vous pouvez commencer. Merhaba sahla bikum. Merci, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci pour le réseau des jeunes scientifiques mauritaniens pour la préparation de ce webinaire et l'effort louable visant à développer la capacité des jeunes dans le domaine de l'économie sociale et du développement économique et social en général. Moi, généralement, je suis très sensible aux jeunes. Autrement dit, chaque fois que je reçois une demande d'un syndicat d'étudiants, de jeunes chercheurs qui ont des difficultés, qui demandent des références ou qui veulent être renseignés sur certains thèmes, généralement, j'essaie de répondre à leur appel. Tout simplement parce que je sais que dans ce pays, on n'a pas toutes les structures nécessaires pour la recherche et pour la formation. Et chaque fois que nous avons des jeunes qui sont ambitieux, il me fait grand plaisir de leur répondre à leurs doléances. C'est dans ce cadre que j'ai répondu positivement à la demande du réseau. C'est juste un coup de téléphone. On me demande est-ce que c'est bien cette vie? J'ai répondu que oui. Et donc, me propose de participer à un webinaire. Je dis oui, pourquoi pas. Et là, l'idée derrière ça, c'est surtout d'encourager les jeunes qui ont de l'ambition. Moi, je pense qu'un jeune qui a de l'ambition, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pense à l'intérêt général. C'est quelqu'un qui est animé d'une volonté de faire de la Mauritanie un pays qui a un avenir meilleur que l'avenir que la situation actuelle. Et donc, la jeunesse, c'est le futur. Et chaque fois que nous avons des jeunes qui sont ambitieux, on ne peut que les encourager. C'est dans ce cadre que j'ai répondu positivement. Et je serai toujours à vos côtés chaque fois que je peux être utile à quoi que ce soit. Concernant le sujet qui m'a été proposé, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, d'abord, ce thème est un peu récent. L'économie sociale et solidaire est née à partir des années 80, surtout suite à la crise des choix de certains pays qui n'ont pas pu parvenir à faire un développement économique et social pour les pays comme les nôtres, surtout avec des choix libéraux qui poussent l'État à prendre des reculs devant l'initiative privée qui ne cherche que le profit. Et donc, devant cette situation, on se trouve avec des populations laissées à elles-mêmes, c'est-à-dire qui ne peuvent plus satisfaire à leurs besoins essentiels et qui leur manque de l'éducation, qui leur manque de la santé, qui leur manque de l'alimentation. Donc, ces personnes qui sont délaissées dans cette situation font appel à leurs parents, à leurs voisins, à leurs connaissances pour parvenir à leur donner, prêter main sous n'importe quelle forme. Et donc, c'est à partir des années 80, que cette notion d'économie sociale et solidaire, et avant c'était juste l'économie, disons, pure et dure, avec tout simplement des entreprises qui produisent pour le profit. Et à partir donc des années 80, suite justement à une situation assez difficile dans beaucoup de pays, il fallait donc trouver autres structures qui peuvent prêter main à une société délaissée
à elle-même. Ce n'est plus le secteur public qui prenait en charge les populations comme dans les 30 glorieuses années, au moins pour les Européens, entre 1945 et 1975. Ce n'est pas le secteur privé qui va justement venir les faire sortir de la situation difficile dans laquelle ces populations sont. Et donc, c'est plutôt un troisième secteur qu'on va appeler le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est ni le secteur privé, ni le secteur public, c'est un secteur social. Donc, c'est à partir de là que va naître l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est à la suite de certaines exigences en matière de qualité de vie qui est née justement cette économie sociale et solidaire. Dans le cas de nos sociétés arabes et africaines, l'économie sociale et solidaire tire sa force des valeurs et des traditions de la société traditionnelle en matière d'entraide et de solidarité, contribuant à la cohésion sociale et à l'amélioration des conditions de vie à travers, par exemple, l'adduction d'eau potable ou d'électricité ou la construction d'écoles ou d'hôpitaux. Les difficultés actuelles des pays comme le nôtre, bien sûr on sait que la Mauritanie s'est lancée dans un programme de lutte contre la pauvreté pour 15 ans, de la période 2001 à 2015, et qu'à la fin de cette période, on se retrouve avec 31% de pauvres. Ce qui démontre qu'effectivement, ces programmes qui sont mis par ces institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et les FMI, n'ont pas donné les résultats escomptés, surtout l'aspect social, malgré qu'on a consacré une quinzaine d'années justement pour ce qu'ils ont appelé la lutte contre la pauvreté. L'économie sociale et solidaire a fait preuve dans sa capacité à valoriser un potentiel social énorme, contribuant de fait à l'équilibre socio-économique compatible avec les objectifs du développement durable. Bien sûr, pour rappel, on parlait d'objectifs du millénaire des OMD de 2000 à 2015, mais à partir de 2015, on parle de nouveaux objectifs mondiaux qu'on appelle les ODD et les objectifs de développement durable pour l'horizon 2030. Je reviens un peu, j'essaie de formuler une définition de l'économie sociale et solidaire. C'est une économie, c'est un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, de mutuelles, d'associations ou de fondations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale et dont le but est de générer un bénéfice social. Voilà la différence sociale afin de financer toute une partie de son action. Voilà la différence entre une entreprise de l'économie sociale et solidaire et une entreprise de l'économie naturelle ou normale. Quand on parle économie, on parle entreprise, c'est tout simplement une structure qui œuvre essentiellement pour la réalisation du profit. C'est-à-dire qu'il y a un but lucratif. À la différence, ce qu'on appelle les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce sont tout simplement des associations, des mutuelles, des fondations. Vous comprenez bien que toutes ces structures-là n'ont pas un but lucratif, mais elles cherchent, elles œuvrent pour générer un bénéfice social, c'est-à-dire sous forme d'un bien ou d'un service, mais ce n'est pas la recherche du profit, c'est plutôt pour rendre un service, pour donner un bien dans le cadre justement de leur mission. La solidarité collective
et le partage des pouvoirs dans l'entreprise sont au cœur de leur fonctionnement. De même, les bénéfices sont réinvestis dans les projets et au service des salariés. Donc, à partir de cette définition, je vais essayer de dégager un certain nombre de valeurs et de principes. Les valeurs essentielles de l'économie sociale et solidaire sont la liberté. Vous pouvez accepter de vous associer dans une mutuelle ou dans une entraide ou dans une fondation, comme vous pouvez le refuser. L'égalité des associés. Vous avez la solidarité entre ces associés. Ils sont solidaires. Et c'est pour cela qu'ils sont ensemble. Il y a un certain nombre de principes qu'il faut mettre en avant. Vous avez la primauté des personnes et de l'objet social sur le capital. Contrairement à ce qu'on connaît d'habitude dans les entreprises de production. Vous avez une utilité collective ou sociale. Vous avez une non-lucrativité individuelle et vous avez une gouvernance démocratique. Alors, au sein d'une association, d'une mutuelle, tous les associés ont chacun une voix. Et ce n'est pas comme dans les entreprises habituelles où vous avez les voix comptent selon l'apport dans le capital. Si vous avez 1000 actions, ce n'est pas comme si vous avez 100 actions ou 50 actions. Et vous avez un dernier principe, c'est la mixité des ressources. C'est-à-dire on mixe, on mélange toutes nos ressources. Et les apports peuvent être numéraires comme ils peuvent être des biens. Ça peut être de l'argent liquide comme ça peut être sous forme de biens. Alors, je vais parler maintenant des secteurs d'activité. Quasiment tous les secteurs d'activité sont représentés parmi les entreprises de l'économie sociale et solidaire. On parle de l'enseignement, de la santé, du sport, de l'aide à domicile, de la protection de l'environnement, de l'assurance et du tourisme. Un métier de l'économie sociale et solidaire est un métier de proximité pour le compte d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour rappel, pour bien approcher le concept, l'économie sociale et solidaire, c'est cette économie qui n'est pas généralement comptabilisée dans les indicateurs économiques. Nous, les indicateurs les plus connus, vous avez essentiellement, pour mesurer la richesse d'un pays, vous avez le PIB. Bon, dans le PIB, on ne mesure pas l'apport, justement, de ces entreprises. Tout simplement parce que l'apport ici, c'est un apport social. C'est-à-dire venir en aide à quelqu'un, et lui procurer un habillement, et lui rendre un service d'enseignement, et lui donner des soins, l'aider à marcher. Donc ça, c'est des valeurs, ça, c'est des actions sociales qui ne sont pas comptabilisées généralement dans les indicateurs économiques. Alors donc, je disais qu'un métier de l'économie sociale et solidaire est un métier de proximité. Et retenez bien ça, que c'est extrêmement important. Vous voyez là que la notion d'économie sociale et solidaire est liée au local, est liée aux structures locales. Et généralement, on ne peut concevoir un développement local sans penser à son aspect social et solidaire. Autrement dit, sans penser à ce qu'on appelait cette société civile qui œuvre essentiellement pour des fins sociales et qui ne cherche pas des fins politiques, pour des fins sociales. Vous avez, quand on parle d'association, quand on parle de fondation, c'est des gens qui ont accepté de se regrouper. Et chacun a apporté quelque chose. Ils peuvent apporter du numéraire, peuvent apporter une voiture, peuvent apporter des cahiers. Non, ils mettent tout ça ensemble. Et à partir de là, ils montent ce qu'ils appellent une entreprise sociale.
une association, une fondation. Il arrête un certain nombre d'objectifs et puis il essaie de parvenir à ces objectifs. Les moyens dont il dispose, ça peut être juste de force de travail. Bien, vous avez, par exemple, parmi les métiers de l'économie sociale et solidaire, vous avez l'animateur qui assure une mission socio-éducative dans le cadre des projets, où vous avez les actières. L'actiaria, c'est cette science qui étudie généralement les risques qui comprennent une certaine, qui comportent plutôt une certaine incertitude. L'actière essaie d'évaluer les risques techniques existants et futurs afin d'aider aux décisions. Ainsi, il assure l'équilibre de la tarification des produits, des contrats. Il est garant de la conformité des contrats. Bon, ça, c'est généralement pas chez nous. Vous avez les agents de restauration en foyer de jeunes dans certains pays. Bien sûr, il faut noter que pour ces métiers de l'économie sociale et solidaire, elle ne prend sa forme visible que dans les sociétés occidentales où vous avez déjà une individualité poussée. Autrement dit, un individualisme plutôt poussé. Autrement dit, où les personnes âgées, par exemple, sont délaissées à elles-mêmes. Les pauvres aussi sont délaissés à elles-mêmes. Alors que dans nos sociétés africaines, les sociétés comme les nôtres, la société arabe, les personnes âgées, les handicapés sont généralement assistés, pas par l'État, mais sont généralement assistés par la société. Dans le cas, dans les structures traditionnelles. Autrement dit, ça peut ne pas prendre une forme. Alors, par exemple, ici chez nous, un vieillard, généralement, est assisté par sa fille, ses enfants, ses parents, proches ou lointains. Alors qu'ailleurs, il est délaissé à lui-même. Il faudra, bien sûr, qu'il y ait une structure qui va se charger de s'occuper de lui. Voilà. Et donc, il y a tellement de métiers qu'on peut retrouver dans les pays occidentaux et que nous n'avons pas sous forme structurée au moins. Bon, il y a ce qu'on appelle les aides médico-psychologiques, les aides soignants, les chargés de projet, les chargés d'insertion et d'accompagnement social, etc. Alors, chez nous, peut-on parler d'économie sociale et solidaire? Pour le moment, il n'existe pas de texte juridique qui fonde l'économie sociale et solidaire en Mauritanie. Et il faudra donc essayer de faire adopter une loi sur l'économie sociale et solidaire. Pour le moment, il n'existe pas. Alors que les structures actuelles existent. Les plus connues sont les tontines. Bon, c'est des modèles de microfinance informelles sous forme de cotisation. Vous avez aussi les mutuelles d'associations féminines d'épargne et de crédit, une structure du nom de MAFEC, mutuelle des associations féminines d'épargne et de crédit, créée depuis les années 90. Vous avez l'expérience aussi des coopératives d'habitat, TUISA, et qui mettent ensemble un travail collectif. Alors, dans nos traditions et dans les champs,
les gens utilisaient justement ce terme Twiza pour défricher les champs, faire défricher les champs pour des générations. Donc, vous avez une génération qui passe le jour tel, va défricher les champs de Monsieur X, elle passera demain défricher les champs de Monsieur Y, etc. C'est une forme, ce genre de travail collectif qu'on met en commun portait le nom de Twiza. Et vous avez les associations villageoises, vous avez les associations tribales, ou claniques parfois, vous avez des tribus qui ont des caisses, qui fonctionnent comme des assurances mutuelles, et vous avez des associations féminines, des cotisations généralement qui sont versées pour couvrir certaines dépenses, les mariages, les décès ou les baptêmes. Et on peut toujours essayer de creuser justement dans nos traditions pour voir dans quelle mesure on peut trouver des structures ou des métiers qui peuvent être comptabilisés dans cette économie sociale et solidaire. Je me rappelle bien que dans les villages, pour s'occuper du bétail du village, on prenait un seul berger, les habitants le payaient. Donc là, c'est l'association villageoise qui les paye. Et comme aussi on peut penser aux enseignants du Coran, qui sont généralement aussi employés par les habitants du quartier. Et etc. Docteur Sakhaoui, on a quelques réactions de nos téléspectateurs. Et il y a certaines qui ont posé quelques questions. Ils trouvent que la définition que vous avez donnée pour l'économie sociale et solidaire était claire pour eux. Elle est faite de mettre l'accent aussi sur les valeurs et les principes. Ça éclaircit un peu, ça enlève l'ambiguïté chez eux. Mais quand vous avez dit que jusqu'à présent, ici en Mauritanie, il n'y a pas de tests juridiques qui encadrent l'économie sociale et solidaire. Certains disent, par exemple, quand on fait allusion, parce que tantôt dans la définition, vous avez dit que l'économie sociale et solidaire, c'est un regroupement des associations, des mutuelles, des coopératives, etc. Et quand ils ont regardé, par exemple, pour créer une coopérative, nous pouvons aller pour la partie législative, etc., les papiers, nous pouvons aller au ministère, par exemple, de l'agriculture pour avoir les récépissés, pour, par exemple, les rural, oui, pour avoir, par exemple, pour créer un GIE, nous pouvons s'adresser au guichet unique, etc. Pour nous, les associations, on doit aller directement au ministère de l'Intérieur. Ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est ce que vous appelez non juridique ou bien il y a quelque chose qui doit regrouper tous les organismes de l'économie sociale et solidaire que vous allez appeler plus tard l'aspect juridique de cette chose-là? Merci, je comprends. Il y a une loi, il n'y a pas plus d'une semaine qui a été adoptée sur les associations. Non, il suffit juste des associations, pas plus c'est juste la dernière session du Parlement. Mais je ne parle pas de ça. Moi, je parle de l'économie sociale et solidaire
en tant que troisième secteur de l'économie. Il n'existe pas pour le moment des textes juridiques. Ça existe chez nos frères marocains, ça existe. Mais chez nous, ça n'existe pas. Il n'existe pas pour le moment un texte juridique qui définit l'économie sociale et solidaire dans le contexte mauritanien comme étant un troisième secteur parallèle au secteur public et privé. Donc c'est par rapport à ça. Pourtant, les associations sont là depuis très longtemps. Les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations, ça existe. Mais en tant que troisième secteur de l'économie, il doit être soutenu par un texte juridique qui définit. Il suffit juste d'aller chez nos amis marocains qui sont déjà très en avance dans ce domaine, voir qu'il y a des textes juridiques qui fondent justement cette économie sociale et solidaire. Ok, on a des questions. Je vais commencer par la question qui est dans le sujet. Il y a une autre qui peut-être ouvrira le débat de notre deuxième séance de discussion. Quelqu'un demande, est-ce que les entreprises sociales payent les impôts ou bien ils ne payent pas les impôts? Est-ce qu'ils doivent payer les impôts ou pas? Bonne question. Généralement, ces entreprises d'économie sociale et solidaire sont exemptées, ne payent pas l'impôt. Tout simplement parce que leur action ne vise pas à créer un profit lucratif, mais un profit social. Et c'est extrêmement difficile à mesurer. Si vous faites du bonheur à quelqu'un, c'est extrêmement difficile de mesurer qu'est-ce que ça peut, en quoi à lui donner une valeur. Donc, alors que l'impôt, c'est généralement, c'est des résultats lucratifs, c'est-à-dire c'est des entreprises habituelles, qui cherchent du profit. Donc, elles ne payent pas l'impôt. Ok, on a ligne de... Pardon. Allez-y. Ok, on a ligne de nos membres. Elle a posé, bon, c'est pas une question, mais plutôt une préoccupation. Elle a dit qu'elle était avec quelques amis. Elles ont collaboré ensemble pour faire un projet. Et le projet avait commencé avant le Covid. Et elles généraient ensemble des revenus. Mais depuis l'apparition de la pandémie mondiale, elles ont remarqué que leur revenu ne fait que diminuer. À un certain moment, elles n'arrivaient pas à même payer le local, etc. Et elles ont décidé d'arrêter définitivement leur activité. Mais bon, elle a dit, dès que j'ai vu les sujets du webinaire, on s'est intéressé, on demande au docteur de nous conseiller face à cette crise et face à notre problème. Notre projet marchait auparavant, maintenant ça ne marche plus à cause du couvre-feu, etc. Parce qu'apparemment, ce qu'ils faisaient, ce sont des trucs qui vendent la nuit, des trucs à manger qui se vendent la nuit. Et maintenant, elles n'ont plus de la clientèle et elles-mêmes pensent à arrêter. Elles demandent qu'est-ce que le docteur pourrait les conseiller pour qu'elles puissent revivre leur projet et le redémarrer. Oui. Oui. Et docteur, vous êtes là? Oui, je suis là. Je vous ai perdu pour un instant. Oui. Oui, j'ai dit vous avez posé la question. De nos membres. Oui, j'ai entendu la question. Ok. Elle demande qu'est-ce que vous voulez conseiller parce qu'elle est un peu, dès qu'elle a vu les sujets, elle s'est intéressée pour qu'elle puisse faire revivre son projet et le faire marcher de nouveau. Oui, parfait. Dites-lui que l'économie sociale et solidaire, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ne concernent pas
la recherche du profit. Le profit lucratif, c'est plutôt un profit ou un bénéfice social. Alors qu'elle, elle avait monté un projet avec ses associés pour faire des profits. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est plutôt pour générer un profit social. Donc, elle, si elle veut continuer justement pour gagner sa vie, ce n'est pas à partir de l'économie sociale et solidaire. Les gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire, c'est les gens qui veulent donner aux autres. C'est des entreprises, c'est des associations, des coopératives qui sont faites pour servir les membres du groupe ou la société, la collectivité généralement locale. Et donc, c'est essentiellement leur action est orientée pour venir en aide, pour accompagner, pour servir les autres. Alors qu'elle, elle avait monté un projet justement pour faire des gains non sociaux. Oui. Voilà, pour tirer profit. Peut-être que le fait que son statut est un statut coopératif, une coopération, c'est pour cela qu'elle le considère un peu dans l'économie solidaire. Parce qu'au début, elles se disent qu'elles vont faire une coopérative ensemble. Oui. Bon, je pense que généralement, ce genre de petits projets, de micro-projets, et il faut plutôt essayer et éventuellement de trouver d'autres créneaux ou essayer de voir d'autres associés. Autrement dit, comme votre activité s'est heurtée justement à cette pandémie, et il faudra éventuellement essayer de voir d'autres créneaux, c'est-à-dire faire un projet dans un autre domaine. Si vous étiez par exemple dans la restauration, il faudra peut-être penser à un domaine qui n'est pas très loin de ça, parce que tout simplement aussi, il ne faut pas le savoir-faire que vous avez déjà acquis, il ne faut pas le perdre. Il faut essayer de bâtir avec. Et vous avez monté un petit projet de fast-food, par exemple. Bon, comme nous espérons que d'ici quelques mois, nous sortirons justement de cette crise. Vous avez déjà une expérience. Vous pouvez capitaliser ça. Si vous avez perdu vos partenaires, essayez de trouver d'autres. Et sachez que ce n'est pas à partir de c'est-à-dire du premier projet qu'on va réussir. Dans les pays occidentaux, par exemple, vous avez 90% des entreprises qui se créent meurent la première année. Pour les Français au moins, dont nous disposons des statistiques. C'est-à-dire, les premières années, les deuxièmes années sont très difficiles généralement pour les entreprises. C'est-à-dire pour les projets. Un petit projet se transformera prendra une forme certainement beaucoup plus élaborée au cas où il réussit. Ok. Quelqu'un d'autre demande comment, partant des valeurs ancrées dans notre tradition et des fois dictées par notre religion, pour ressortir un modèle propre à nous, ici en Mauritanie. Oui, bien sûr. En partant de nos traditions. Oui. Bon, moi j'ai cité quelques exemples, justement, qui peuvent s'inscrire dans le cadre d'une économie sociale et solidaire. Bon, j'ai parlé de Twiza, je peux parler aussi du cas de Toumza, de Nemrei, des mutuelles d'associations d'épargne, j'ai parlé des associations villageoises, etc. Donc, partant de nos valeurs, c'est à partir de là, il faut essayer de creuser. Il faut voir les structures d'aide et de solidarité qui existaient déjà et essayer de leur donner une forme moderne.
ce n'est pas généralement facile. Mais une fois vous avez un gouvernement qui donne de la place justement à cette économie sociale et solidaire, et il trouvera justement les moyens pour essayer d'étirer le meilleur de ce qu'on avait dans nos traditions. Nous sommes un pays arabe, nous sommes un pays musulman, nous sommes un pays africain. Nous avons tellement de traditions d'entraide, de solidarité qu'il faut mettre en valeur. Il suffit juste d'avoir la volonté, et justement d'appeler aussi des gens qui peuvent, à partir de ces exemples et de ces structures locales, donner une forme beaucoup plus élaborée. Ok. Ce n'est pas évident. Je vais me permettre. Oui. Excusez-moi, ce n'est pas évident. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en économie, il n'y a pas un modèle spécifique à un pays. Il n'y en a pas. Et essentiellement, il y a un certain nombre de modèles très limités. Mais dans ces modèles, on peut avoir des applications différentes. Vous avez le modèle socialiste, vous avez le modèle libéral, et vous avez un modèle hétérogène ou mixte. Et c'est surtout par rapport à la place qu'on donne à l'État face au marché. Et donc, en économie, si vous avez toujours ça, c'est quelle place donner à l'État par rapport au marché. Et quelle place, bien sûr, si on inverse la question, quelle place donner au marché. Dans certains pays, on donne assez de place pour le marché, alors que on réduit tellement l'État. On parle de l'État minimaliste. Dans d'autres, on donne plus de place à l'État. Et quand on parle de l'État, c'est justement pour donner, pour prendre en charge certains secteurs sociaux, l'éducation, la santé. Autant on était au lycée les années 80, nous on ne payait pas les soins, les médicaments, on nous donnait ça gratuitement. On était logés, on était nourris ici en Mauritanie, dans les années 80. Même avant, depuis l'indépendance jusqu'aux années 80. Et donc, c'était l'État qui prenait tout ça en charge. Mais il y a un recul. Il y a eu les privatisations. L'État se retire. Alors, les institutions internationales pensent que l'État était trop présent. Il ne pouvait plus tout assurer. Il fallait qu'il recule. Il cède de la place au secteur privé. On parle de privatisation à partir des années 80. Toutes les banques que nous avons actuellement, c'est des banques privées actuelles. Mais elles étaient des banques publiques. Les assurances, tant de structures qui existaient, qui étaient propriété de l'État, sont transformées par un phénomène qu'on appelle la privatisation, passe dans le secteur privé. Et donc, l'État se retire. Et quand l'État se retire, c'est la couverture sociale, c'est l'éducation qui recule et qui est laissée tout simplement aux individus. Et devant le marché, on n'est pas égaux. Devant le marché, il y a certains qui ont des ressources, des revenus, d'autres qui n'en ont pas. Et donc, je reviens pour dire que nous, on n'a pas un modèle. On ne peut pas dire qu'il y a un modèle mauritanien. Non. Il y a des modèles qui existent à l'échelle internationale. Il y a des applications. Le cas mauritanien, depuis le milieu des années 80, on est entré en relation avec des institutions internationales, Banque mondiale et Fonds monétaire international, qui ont une certaine conception de développement économique et social. C'est plutôt l'initiative privée qui prime. Il faut mettre tout entre les mains du secteur privé. Les moyens de production doivent être entre les mains du privé. L'État est considéré comme mauvais gestionnaire. Et donc, toute une littérature qui pense que l'État doit reculer, doit donner la place
au secteur privé. Et c'est le secteur privé qui crée la richesse. D'accord. Mais aussi, si on laisse juste assez de place aussi pour le secteur privé, on risque de se trouver avec des populations qui sont délaissées à elles-mêmes. C'est exactement ce qui s'est passé. À partir des années 80, les institutions internationales commencent à se ressaisir. À partir des années 2000 plutôt, à partir de ce troisième siècle, commencent à se ressaisir. Et elles tentent d'insérer une certaine dose sociale au niveau de leur programme. Et c'est pour cela qu'on parle maintenant de lutte contre la pauvreté à partir des années 80, des années 2000 plutôt. Et puis ensuite, on parle actuellement, à partir de 2015, nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle la SCAC, c'est-à-dire la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Donc, on veut partager. On pense que ce que nous avons comme produit, comme richesse est mal partagé. Et donc, on essaie, à partir du début de ce siècle, on revient un peu sur les principes fondateurs justement de cette économie libérale pour mettre là-dedans une petite dose du social. Et c'est à partir de là que justement, devant une situation comme celle-là, a été créée aussi, même dans les pays développés, on a vu l'émergence de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Oui. Donc nous, les Mauritaniens, nous sommes dans cette logique. Nous avons des relations avec ces institutions internationales et ces relations, si on veut avoir un modèle, c'est-à-dire si on veut, ce qu'on peut faire, c'est plutôt essayer de domicilier ces choix, essayer de voir dans quelle mesure nous, on peut définir nos politiques et non pas accepter les politiques édictées par ces institutions. C'est ça la grande question. Dans quelle mesure nous, on peut s'approprier les politiques que nous appliquons? Quelle est la marge de manœuvre qui nous est donnée? Apparemment, ouais, je suis désolée, mais apparemment les gens sont intéressés par la discussion. Ils ont commencé à poser beaucoup de questions et oui. chacun cherche la réponse à sa question. On a quelqu'un qui a demandé si les GIE, les regroupements d'intérêt économique font partie ou bien c'est le fait de créer un GIE, c'est de l'économie sociale, c'est de l'économie solidaire. Il a écrit le groupement d'intérêt économique GIE, c'est de l'économie sociale ou pas? Solidaire plutôt, c'est de l'économie solidaire ou pas? Ça dépend de la définition qu'il donne justement de ce groupement d'intérêt économique. Quelle définition donne-t-il de ce groupement d'intérêt économique? Regardez. Tout dépend de ce qu'on veut. On peut s'associer, former une structure. Si notre but essentiel, c'est de générer un bénéfice social, on est dans l'économie sociale et solidaire. C'est la règle, c'est seulement ça. Si on s'est regroupé pour générer un profit, comme le font les entreprises habituelles, on n'est pas dans l'économie sociale et solidaire. Ok, Docteur Sahawi, nous aussi, je vais me permettre de poser une question parce que nous, en tant qu'association, par exemple, au début de l'année passée, l'année dernière, on avait commencé notre agenda ou notre plan d'action. On avait envisagé de faire pas mal de choses, mais en fait, tout le monde la qualité du son est très mauvaise. La qualité, oui. Maintenant, vous me recevez? Oui.
Oui, j'ai dit que nous, en tant qu'association, l'année passée, on avait mis en place un plan d'action, des choses qu'on a dû réaliser tout au long de l'année. Mais à un certain moment, comme toute chose, on était obligé de tout arrêter. Et ça nous a un peu paniqué durant 2 mois. On est resté pratiquement sans rien faire. Après, on a eu l'idée de faire des vidéos de sensibilisation et d'aller vraiment creuser sur les choses offertes par la technologie que nous pouvons faire à distance pour pouvoir toujours se donner, pour pouvoir toujours exécuter notre plan. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller. La qadarallah, si la crise sanitaire persiste, ou bien face à n'importe quelle éventuelle ou future crise sanitaire ou quelque chose qui peut arrêter les activités en tant qu'activiste ou en tant que personne qui œuvre dans l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce qu'on doit faire face à ce genre de situation? Parfait, bonne question. La première des choses, c'est de s'armer de l'espoir et de l'ambition. Ça, c'est la première des choses. Et il faut surtout savoir que ce n'est pas c'est le premier essai que je gagne. Non, ce n'est pas sûr. Les meilleurs sauteurs que vous voyez dans les compétitions sportives, ils font tellement de mauvais sauts avant de faire le bon saut. Et donc, le premier conseil que je vous demande de faire, que je vous donne plutôt, c'est surtout de s'armer de l'ambition et de la patience. Deuxième chose, dans le cadre de cette Covid, vous n'êtes pas les seuls à être pénalisés ou à être perturbés par cette pandémie. Et je pense que vous avez bien fait de relancer vos activités à partir des nouvelles technologies. Et je sais que si on ne le fait pas, on risque de rester derrière. Actuellement, les grandes avancées, c'est surtout, et c'est ce qui fera la différence entre même les nations, c'est surtout cette maîtrise de l'outil informatique et des technologies de l'information. Il n'y a pas plus de cela quelques semaines, vous avez bien sûr entendu de la crise de la propagande concernant un éventuel piratage organisé par la Russie au niveau des départements des États-Unis d'Amérique, de certains départements, de certaines structures assez sensibles au niveau des États-Unis d'Amérique. Ce qui signifie que cette arme actuellement qui est l'outil informatique, qui est la technologie de l'information, risquerait ou serait éventuellement l'arme à redouter. Ce n'est plus les armes traditionnelles qui constitueront le domaine de concurrence entre les grandes puissances. C'est plutôt le domaine des technologies, et surtout les technologies de l'information et l'informatique, qui constitueront les domaines privilégiés justement pour cette concurrence. Et donc, je vous conseille d'aller dans ce sens et essayez surtout de développer vos compétences par rapport à cet outil qui vous est offert, qui vous permet d'approcher tout le monde. Ok. Quelqu'un demande quel rôle ont les acteurs de l'économie sociale et solidaire, autre que l'État, pour formaliser et accélérer la transaction vers ce troisième secteur. Oui. Par exemple, les jeunes comme vous,
les réseaux sociaux, la société civile, bon, tout le monde peut participer, peut sensibiliser, peut aider dans cette voie. Et je pense qu'aussi au niveau des collectivités locales, elles ont grand besoin justement à faire naître cette économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est très liée, étroitement liée à la notion de proximité. C'est donc les liens qui la lient avec les collectivités locales, les communes. J'ai parlé des cas, les communes. Au niveau de la Mauritanie, les communes. Il faudra qu'au niveau des structures communales, on développe cette notion. Et comment la développer? C'est surtout donner plus de place à ces entreprises d'économie sociale et solidaire. C'est reconnaître leur rôle dans le développement économique et social. Je le rappelle, nous, dans nos structures traditionnelles, il y a tellement de choses qu'on fait non structurées, de forme informelle, sous une forme informelle, et on le fait traditionnellement, on assiste les malades, on leur donne à manger. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne retrouve plus ailleurs. Bon, on est organisé dans des structures tribales, on est organisé dans des structures autres. Et donc, si déjà dans les collectivités locales, vous avez une structure communale, par exemple, on arrive à mettre en place plus de coopératives, plus d'associations, de mutuelles, plus de tontines, plus de tuisa, plus, etc., d'associations féminines ou d'associations de jeunes. Alors, association pour faire quoi? Pour justement, c'est pas pour tirer un profit. C'est justement pour générer un bénéfice social. Comme quoi? C'est pour donner des leçons aux candidats au bac, par exemple. Pour éventuellement aider les cultivateurs. Pour éventuellement mettre un jardin dans une école ou dans un dispensaire, pour éventuellement faire une clôture, etc., etc. C'est des actions de ce genre. Malheureusement, les structures de l'économie sociale et solidaire dont nous disposons et qui ont une reconnaissance des pouvoirs publics se transforment tout simplement en association, on appelle ça cartable. Vous avez juste un premier responsable qui essaie de drainer le maximum de financement ou d'aide des pouvoirs publics. Alors que ce n'est pas du tout ça, l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas du tout ça. L'économie sociale et solidaire se comptabilise dans ça. C'est l'apport des associés. Bien sûr, ils peuvent accepter un don de l'État ou d'une tierce personne. Mais l'essentiel des ressources est collecté au niveau des associés. C'est les associés qui mettent en commun leurs apports pour atteindre certains objectifs qu'ils se sont fixés, des objectifs sociaux. Merci. Okay. Quelqu'un dit que le profit, plus qu'il est partagé, moins que les entreprises sociales sont basées sur la solidarité et l'entraide entre les membres. Je pense que c'est un commentaire juste pour montrer que le profit, comme ce que vous venez de dire que le profit. Ouais. Voilà. Merci. Et pour les entreprises, il n'y a pas de profit. On ne dégage pas de profit. Et le maximum qu'elles peuvent faire, c'est dégager certaines ressources pour pouvoir financer certaines de leurs actions. Le maximum qu'elles peuvent faire, c'est dégager
dégager certaines ressources pour pouvoir organiser certaines de leurs actions. Il n'y a pas de profit à repartir. Il n'y en a pas. Ok, quelqu'un dit bonsoir, on apprécie énormément le temps que vous nous avez accordé, également nous tous. Il profite alors de poser des questions. La question 1, à votre avis, quel type de projet peut être bénéfique en Mauritanie pour un jeune entrepreneur? Je voulais savoir si vous avez déjà fait une expérience dans l'entrepreneuriat en Mauritanie. Si oui, comment s'est-elle passé? Merci. C'est Mohamed qui a posé ces questions. Oui, je vois le nom Gawad, je vois les questions. Bon, il pose la question, à votre avis, quel type de projet peut être bénéfique? Bénéfique, il dit bénéfique en Mauritanie. Il ne dit pas bénéfique pour la Mauritanie. Il dit bénéfique en Mauritanie, c'est-à-dire un jeune qui veut monter son projet. Et je pense qu'il y a tellement d'opportunités en Mauritanie. Je dirais même, dans certains domaines, c'est vierge. C'est des domaines qui sont assez vierges. Dans d'autres, ils sont déjà exploités. Il y a tellement d'opportunités qui sont déjà exploitées. Je sais que il y a certains domaines, bon, au moins quand je discute avec les jeunes, et il y a certains domaines où vous ne trouvez pas, vous n'avez pas une concurrence assez forte. Parce que c'est plus ou moins des domaines nouveaux pour les Mauritaniens. C'est surtout tout ce qui est aspect. Bon, vous avez l'aspect, par exemple, du prêt-à-porter. Le prêt-à-porter chez nous, il est essentiellement importé. Les habits du prêt-à-porter sont essentiellement des habits qu'on importe. Je ne sais pas, mais je pense que si vous avez la capacité de faire un projet dans ce domaine, ça peut être porteur. Je parle de la confection et de la couture d'habits. C'est vrai, il y a une concurrence pour certains genres d'habits, mais pour d'autres, il n'y en a pas. Je parle, par exemple, je parle des costumes, des vestes qui sont d'une certaine qualité. C'est essentiellement, les produits de meilleure qualité sont généralement importés. Si certainement on arrive à avoir des projets qui peuvent faire la confection plutôt, et qui égale ce qu'on importe, ça peut être porteur. J'ai vu aussi des jeunes montées de projets de cafétéria qui arrivent aussi à réussir. Mais le vrai problème, c'est que j'ai remarqué c'est que généralement, quand ils réussissent à 2 ou à 3, une année ou 2 après, ils laissent le projet. Ou bien ils se disputent la réussite du projet et chacun part seul. Et ce qui est extrêmement difficile ici, c'est de conserver les associés. Si vous voulez évoluer au niveau de l'agriculture, je pense que c'est un terrain vierge.
bon, il y a tellement d'opportunités. Ben, c'est tout, c'est essentiellement ça, je sais pas. Oui, le FAD. Oui, je vois la question de Khadija devant moi. Khadija, Voilà, mon micro était en mute. Docteur Sakhawi, on est arrivé à 1h05. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des questions, mais comme le docteur Sakhawi a dit au début, lui, il répond présent à tous les jeunes. Il n'aménage aucun effort pour nous aider à éclaircir nos ambiguïtés, pour répondre à nos différentes questions. La preuve, sa présence, malgré ses préoccupations, malgré tout ce qu'il a et sa journée évidemment chargée, il a partagé cette 1 heure là avec nous. Et personnellement, j'avais noté pas mal de nouvelles choses que j'ai pu acquérir lors de l'intervention de Dr. Sakhawi. Dr. Sakhawi, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, je pense que on est arrivé à la fin de ce webinaire et on s'excuse déjà qu'on n'a pas pu partager des questions avec vous. Mais bon, comme qu'on a votre contact, je pense qu'à n'importe quel moment, on peut vous solliciter. Et d'après ce qu'on a vu, vous êtes accueillant et vous recevez les jeunes sans contrainte et sans pour autant demander d'où nous venons. Ou l'essentiel, c'est que nous sommes des jeunes Mauritaniens qui ont des préoccupations, qui ont des choses qu'ils veulent savoir. bon, excusez-moi, Amina, merci, je vous remercie. Ben, je tiens aussi à saluer certains de mes étudiants que j'ai vu leur nom affiché. J'ai vu Khadija, la FAD, qui dit que ce n'est pas intéressant pour les jeunes qui veulent monter des projets, d'entendre tout le temps que l'économie sociale et solidaire ne cherche pas le profit. Voilà, vous l'avez affiché. Oui, c'est vrai, mais les jeunes maintenant sont animés d'un souci national. Quand ils posent la question de l'économie sociale et solidaire, ce n'est certainement pas des jeunes qui sont essentiellement habités par leurs préoccupations personnelles. Non, c'est des jeunes qui pensent à une Mauritanie meilleure et qui aspirent justement à lui donner toutes les chances pour que son développement économique et social. Donc, on ne peut s'intéresser à l'économie sociale et solidaire que si déjà on s'inscrit dans une logique de prêter main à l'autre. C'est ça. Donc, pour les jeunes, c'est le réseau des jeunes scientifiques qui a donc pensé à ce sujet. Je tiens donc à le remercier infiniment. Et les jeunes qui cherchent encore à gagner leur vie, à dégager des profits, bon, je leur conseille de monter des projets, de micro-projets, et essayer surtout de ne pas laisser à la première tentative. On peut essayer la première tentative, la deuxième, la troisième, et puis après, on continue. Il faut surtout s'armer de l'ambition et de la patience. Et je tiens à remercier tous les autres aussi qui ont participé avec vous. Et bien, et pour une autre fois, certainement, on aura l'occasion de se voir. Et je remercie infiniment mon étudiant Lebat, je vois son nom s'afficher, et les autres. Amina, si vous avez autre chose à me dire? Vraiment, si je vous remercie d'ici jusqu'à la fin de la soirée, je ne pouvais pas vraiment vous remercier comme il faut. Et c'était un débat où c'était une discussion très enrichissante. Et je pense
que pas moi seulement, tous les jeunes filles en plus, et on a partagé des agréables moments avec vous et plein de connaissances. Et merci beaucoup à Dr Sahawi. Et nous sommes là aussi, on est comme ce qu'on vous a dit, on est jeunes, notre préoccupation c'est d'aider au développement du pays pour une Mauritanie meilleure, comme vous dire. Nous espérons que la situation de notre pays s'améliorera et qu'il devienne les pays, les plus beaux pays du monde en fait. Merci. Allez, bon courage. Merci et bonne beaucoup. nuit. Ok, bon courage et bonne soirée à vous et à tous nos téléspectateurs. On est dans cette séance. Merci. Inch'Allah.